Merci à tous et à toutes pour votre accueil. Je suis très heureux de venir faire cette conférence ici, puisqu'en fait, c'est dans ces mêmes bâtiments, il y a presque 10 ans que j'ai fait mes premiers pas de conférencier, donc sur un cycle de conférences sur christianisme et écologie. Et aujourd'hui, on me demande de répondre un peu à cette question. L'écologie intégrale est-elle un chemin de bonheur, ou en quoi l'écologie intégrale est-elle une bonne nouvelle? En fait, c'est une question qui en recoupe 4, qui m'ont été adressées aussi dans la demande. Quelles sont les diverses écologies? Quelle est la définition de l'écologie intégrale? La question de la sobriété heureuse et la place des limites dans l'écologie. Et y a-t-il une opposition entre technologie et écologie? Alors ça fait 4 sujets de conférence. Mais au moins, je remercie le groupe des agriculteurs chrétiens du Nord-Drôme d'avoir fait le plan de ma conférence. Donc c'était du boulot en moins pour moi. C'est une très bonne question. L'écologie intégrale est-elle un chemin de bonheur? C'est quelque chose qui demande réflexion. Et j'espère pouvoir apporter une réponse. Une réponse dans ma conclusion suite au cheminement donc à travers ces 4 questions qui m'ont été posées. En tout cas, c'est d'abord un chemin de vie au sens propre du terme, puisque nous verrons que, et comme nous l'avons déjà vécu ce matin, finalement l'écologie intégrale concerne les 4 dimensions fondamentales de notre vie et de notre être au monde. Résumé par ces 4 relations que sont le rapport à Dieu, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport aux différentes créatures, aux créatures non humaines. Donc un chemin de vie qui a la vocation d'embrasser toutes les dimensions de notre façon d'habiter le monde, en fait. Habiter le monde, qu'est-ce que c'est? On peut le résumer en 4 axes, et c'est là-dessus que je vais revenir dans ma deuxième partie. Donc chemin de vie, oui. On pourrait espérer qu'elle nous amène vers aussi une perspective de bonheur. Alors, quelles sont d'abord les diverses façons de penser ou de vivre l'écologie? C'est bien de commencer par ça, parce que bien souvent, de l'écologie, nous en avons une vision médiatique qui est donc présentée par nos différents moyens des médias, la télévision, Internet, avec ce que les promoteurs de ces médias veulent bien nous en transmettre. Donc une première dimension, l'écologie que nous rencontrons, c'est d'abord une écologie de défense de la nature, de protection de la nature, donc quelque chose d'engagé, quelque chose qui a une dimension sociale et politique aussi, peut-être parfois un petit peu trop, et donc avec peut-être des façons de rebuter ceux qui ne partagent pas certains courants idéologiques qui sous-tendent l'engagement écologique, ou certains engagements écologiques. Donc il est important de faire un peu le tri, parce qu'il y a différentes approches de l'écologie qui peuvent se faire concurrence dans les médias, mais aussi dans nos têtes. Et quand on parle d'écologie, c'est bien souvent l'occasion de ne pas parler de la même chose en fonction de son interlocuteur. Alors d'abord, je voudrais commencer par dire que le mot écologie a une histoire qui remonte au XIXe siècle. C'est un mot qui a été inventé en 1866 par un biologiste qui s'appelle Ernst Haeckel. C'était un Allemand, un naturaliste, qui, dans la suite et le sillage des travaux de Charles Darwin sur la théorie de l'évolution, comprend la nature comme un réseau de relations. Un réseau de relations. Les êtres vivants interagissent entre eux, et ça configure la façon dont ils sont répartis dans les différents espaces naturels autour de nous. Ecologie, c'est la science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Définition de Ernst Haeckel, 1866. La science qui étudie les relations. C'est le mot très important, en fait. Toutes les interactions des êtres entre eux, avec leur milieu qui soit vivant, c'est-à-dire êtres vivants, les espèces les unes avec les autres, mais aussi les êtres vivants avec le milieu inorganique, l'atmosphère,
l'eau, enfin l'espace liquide, et puis l'espace minéral aussi. Donc tout ça entre dans le lien d'interaction, les réseaux d'interaction. Dans la même définition, quelques lignes après, dans son bouquin qui expose la définition de l'écologie, Haeckel nous dit que c'est surtout la science qui étudie les conditions de l'existence de la vie. La science qui étudie les conditions de l'existence. Qu'est-ce qui fait qu'en fait la vie peut habiter à un endroit? Ça. Donc, le mot écologie, c'est en grec oikos, la maison. On peut décliner ça en la notion d'habitation. Qu'est-ce qui nous permet d'habiter à un endroit? L'écologie s'intéresse à la manière et la façon, les conditions dont les vivants peuvent habiter différents lieux et, de manière très très large, la planète. C'est pour ça que quand le pape utilise la notion de maison commune, quand il parle de la planète, quand il veut dire la sauvegarde de la planète, il dit la sauvegarde de la maison commune. Eh ben, l'écologie intégrale, c'est vraiment pour destination de nous aider à habiter ensemble notre planète, considérée comme la maison de tout ce qui y vit, que ce soit des êtres humains comme les êtres non humains. Donc une science qui se développe pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, pendant tout le XXe siècle aussi, jusque dans les années 1960, où là il va commencer à y avoir un petit changement de perspective. Donc l'écologie est établie comme discipline scientifique autour de 1890. En 1935, on a la notion d'écosystème qui apparaît. Un écosystème, qu'est-ce que c'est? Eh ben, dans un endroit précis, c'est l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans cet endroit et la manière dont ils interagissent. Et puis, à partir des années 1950 et 1960, les scientifiques de l'écologie se disent que ces écosystèmes qu'ils connaissent bien, ils sentent qu'ils sont menacés. Ils voient qu'il y a des dégradations, qui sont liées à une activité humaine qui est parfois destructrice. Donc, ces mêmes scientifiques sont d'abord des scientifiques qui tirent des sonnettes d'alarme pour dire attention, la puissance technologique de l'être humain est devenue tellement forte, ça exerce une forte pression sur les milieux naturels, qu'il y a des dégradations, voire des destructions écosystémiques. Donc des écosystèmes, il y a des milieux naturels qui sont dégradés, voire détruits. Et cette sonnette d'alarme, peut-être parmi vous, vous avez rencontré ce livre de Rachel Carson, Le printemps silencieux. Ça vous dit quelque chose, Le printemps silencieux? Alors c'est intéressant puisque ça concerne justement l'agriculture aux États-Unis. C'est une période où on développe les pesticides dans les campagnes pour tuer les insectes. Et donc Rachel Carson, qui est zoologue aux États-Unis, dit mais il y a une concentration progressive des pesticides dans les chaînes alimentaires et cette concentration fait qu'il n'y a pas que les insectes qui meurent, il y a aussi les oiseaux. Les oiseaux qui mangent les insectes meurent aussi. Et donc si les oiseaux meurent, vous ne les entendrez plus chanter au printemps, d'où le titre du livre, Le printemps silencieux. Donc c'est vraiment la première interpellation qui a sensibilisé les consciences écologistes dans les années 60 aux États-Unis. Au même moment, on en a eu un, Jean Dorst, un Français, biologiste, qui a écrit Avant que meure nature, qui est parti un peu de constats différents, mais à partir de constats plus français, Avant que meure nature, on était en 1962. Donc des gens entendent cette sonnette d'alarme. Donc il y a une interpellation éthique, c'est-à-dire que on nous interpelle sur la puissance humaine à modifier l'environnement et à le dégrader. Et ça, c'est quelque chose dans les consciences qui est inédit. C'est-à-dire jusque dans les années 1950, la nature est plus perçue comme quelque chose qui fait subir à l'être humain des menaces qui peuvent apparaître comme un danger et qui apparaît comme étant
un lieu contre lequel, une force contre laquelle il faut résister. Et la technique est au service de cette résistance d'une nature qui peut être dangereuse. Les agriculteurs subissaient les aléas de la nature, et toujours d'ailleurs, mais la technique est au service d'une résistance et d'une maîtrise de ces aléas, au point tel que finalement les rapports de force deviennent inversés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui passe progressivement dans les mentalités, mais qui n'est pas évidente à faire passer, que finalement l'être humain a acquis une vraie puissance sur la nature aujourd'hui. Et qui dit puissance dit donc capacité d'action, et qui dit capacité d'action dit gestion responsable de la capacité d'action. La responsabilité, c'est-à-dire la façon de répondre de mon action vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une population, vis-à-vis de la nature dans laquelle nous sommes inclus. Donc la question écologique devient une question d'éthique. C'était une question scientifique, elle devient une question d'éthique. Et de cette question d'éthique, finalement, les gens qui se l'approprient choisissent de s'engager, les personnes choisissent de s'engager dans la société pour essayer de rectifier et essayer de mieux répondre de nos actes vis-à-vis de la nature et exercer cette responsabilité vis-à-vis donc de notre environnement naturel. Humain sur la nature, on va valoriser les autres êtres, soit on les tire au même niveau de dignité que l'être humain, soit on rabaisse la dignité de l'être humain au niveau des créatures, des autres êtres vivants. Voilà. Donc il y a beaucoup, par exemple, dans les milieux de défense des animaux, par exemple, on va trouver ce type d'approche, qui sont nés dans les années 70, vous savez, suite aux images terrifiantes des animaux de laboratoire qui ont été dévoilées dans la presse, des chats, des singes avec des électrodes dans la tête, des choses, écorchées vives, des choses qui ont vraiment marqué la conscience de nos concitoyens il y a quelques années, et qui a initié un mouvement. Donc une forme de nivellement, si vous voulez. On va dire non, les animaux qui nous entourent sont des êtres qui peuvent souffrir, qui peuvent être sensibles, et donc il n'y a pas de raison de considérer qu'ils ont moins de dignité que nous autres êtres humains. Notez au passage que ça a apporté un certain fruit, puisque ce type d'approche, par exemple, a une influence dans le droit français autour de la protection des animaux. Alors, en soi, je trouve que c'est pas si mal que ça d'accorder un statut particulier aux animaux. Depuis 2015, les animaux ne sont plus des biens meubles. Les biens meubles, c'est les trucs qu'on peut vendre et acheter, dont on peut disposer quand on en est le propriétaire. Et les animaux sont considérés comme des êtres sensibles. Donc on crée une troisième catégorie entre personnes, choses, êtres sensibles. La distinction date de 2015 dans le droit français. On peut penser, je pense que c'est une bonne chose d'avoir fait cette distinction, de différencier mes petits lapins de mon téléphone portable. Je trouve ça philosophiquement intéressant. Mais l'idéologie qui est sous-jacente, qui pousse, c'est une idéologie d'une forme de nivellement on va dire, du niveau de dignité des êtres entre eux. Alors, dans les trois postures que je vous ai apportées, finalement, l'être humain dans l'ensemble, je trouve qu'on ne fait pas droit à ce qui fait sa spécificité. C'est-à-dire que la dimension anthropocentrique, c'est l'omission de la réalité écologique de l'être humain, c'est-à-dire qu'il est dépendant des autres êtres pour être ce qu'il est. Le biocentrisme et le géocentrisme ont une tendance à négliger ou à ne pas reconnaître une dignité particulière à l'être humain, soit en voulant l'éradiquer, soit en voulant le mettre au niveau de tout le reste. Il me semble que dans l'écologie intégrale, justement, on va chercher cet équilibre d'une vision écologique où l'être humain est véritablement inscrit dans les réseaux d'interdépendance, mais en même temps, il est un être particulier. Donc une vision où l'être humain occupe une position particulière,
du fait de cette responsabilité qu'il est capable d'exercer. La vraie question écologique à laquelle finalement nous essayons tous de répondre, c'est voulons-nous ou pensons-nous que l'aventure humaine ait un sens aujourd'hui sur la Terre? Pourquoi? Je repose différemment la question. Si on est logique du point de vue des sciences de l'écologie, la planète, elle n'a pas besoin des êtres humains pour exister. La planète, elle n'a pas besoin, elle s'en sort très bien sans l'être humain pour gérer par elle-même les équilibres écosystémiques. Okay. Donc, la question qui préside à pourquoi voulons-nous nous engager à protéger les écosystèmes, fondamentalement, c'est parce que, j'ai envie de dire, d'un point de vue général, on va dire la majorité des gens qui s'intéressent à l'écologie, il me semble que c'est parce qu'ils estiment que l'être humain a encore un sens sur cette planète et que l'aventure humaine, elle vaut peut-être encore le coup d'être vécue. J'ai dit tout à l'heure que l'écologie, c'était la science des conditions de l'existence, qui étudie les conditions d'existence de la vie, et en ce qui concerne l'être humain, c'est la science qui étudie aussi les conditions d'existence de la vie humaine. Donc il y a un enjeu autour de cette question de l'habitation de la planète. Pourquoi voulons-nous préserver la planète et les écosystèmes? C'est parce que sans eux, il n'y a plus d'humanité qui pourrait subsister, même si aujourd'hui on nous ferait miroiter une artificialisation des conditions de vie de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, étant un être écologique, il a besoin d'avoir des conditions de vie naturelles qui l'entourent et dans lesquelles il puisse se développer et s'épanouir. Pourquoi vouloir sauver des espèces en voie de disparition? C'est pas rien que parce que c'est bien de sauver les guépards. Les guépards, ils occupent une fonction écologique importante dans la savane africaine. Pourquoi faut-il sauver aussi les abeilles? Ça fait vivre des apiculteurs, c'est vrai. Mais c'est 60% de la végétation composée de plantes à fleurs qui risque de disparaître s'il n'y a plus de pollinisation par les animaux qui font de la pollinisation. Et si c'est le cas, par exemple, on se retrouve dans des situations complètement paradoxales, comme en Chine, où on est obligé de payer des ouvriers pour aller avec des cotons-tiges polliniser les fleurs dans les champs. Donc on se retrouve dans des situations complètement catastrophiques pour le soutien de notre propre activité et notre propre vie humaine. C'est un peu anthropocentrique ce que je dis, mais en fait je cherche à essayer de trouver une motivation à un engagement écologique qui ne soit pas, qui permette à l'être humain de trouver sa place. Une place d'être responsable, une place d'être qui est capable de rendre compte de son action et qui est capable de reconnaître que chaque être a un sens dans les écosystèmes et les milieux de vie dans lesquels nous sommes inscrits, même si, de manière très lointaine et indirecte, telle espèce que nous ne connaissons pas, on pourrait dire qu'on s'en fiche un peu, mais non, elle est là parce qu'elle a un sens dans l'écosystème dans lequel elle se trouve, et depuis quelques siècles maintenant, l'être humain est partout sur cette planète, et il est dépendant de presque les écosystèmes de cette planète. Ça nous amène à la définition de l'écologie intégrale. Ici, l'écologie intégrale n'est pas comprise dans un sens scientifique. Ce n'est pas l'étude des êtres vivants, ce n'est pas l'étude des écosystèmes. L'écologie intégrale, c'est d'abord une réflexion éthique sur justement comment habiter ce monde. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction. Ça part, si on met un peu de contexte historique, de la réflexion du pape François sur la manière dont les pauvres dans les bidonvilles des grandes villes d'Amérique du Sud subissent de plein fouet
les catastrophes écologiques, comment la société moderne dans laquelle nous vivons génère en même temps les situations d'exclusion, de pauvreté et aussi la dégradation écologique. Et les pauvres sont les premiers à en souffrir. Il y a un lien finalement entre conditions de vie des personnes humaines et la bonne santé des écosystèmes. Et ça serait être une sorte de contradiction que de vouloir séparer les deux problèmes. Séparer les conditions de vie des pauvres de la bonne santé des écosystèmes dans lesquels ils vivent ou desquels ils dépendent, eh bien finalement ça serait un faux problème. Il faudrait au contraire avoir une vision plus intégrative de ces problèmes pour comprendre les liens qui les relient. D'où la naissance de cette expression chez le pape François, tout est lié. Pour nous faire comprendre que toutes ces situations humaines et écologiques sont liées, le pape François, dans Laudato Si, au numéro 138, utilise la définition de l'écologie scientifique. Vous l'avez peut-être, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à la lire, mais peut-être vous ne l'aviez pas tilté. Mais la première phrase du paragraphe 138 qui commence le chapitre 4 de Laudato Si, c'est-à-dire le chapitre sur l'écologie intégrale, le pape François dit « L'écologie s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. » C'est presque mot pour mot la définition de Ernst Haeckel au XIXe siècle. Étonnant. Alors si un jour je le croise, je dirais « Vous auriez pu mettre une note de bas de page pour dire que c'était Ernst Haeckel qui avait dit ça avant vous. » Alors il a mis des notes de bas de page ailleurs, hein, mais là il a choisi de ne pas en mettre, je ne sais pas pourquoi. Et à partir de cette définition scientifique, voilà qui nous dit, je reformule, hein, de cela il faut bien comprendre que ça a une implication très grande dans la façon dont l'être humain organise ses activités et dont il gère les problèmes de la société. Il n'est pas superflu de rappeler que tout est lié. Donc il applique hein, cette façon de penser de l'écologie scientifique à la vie en société. Hein. Tout est lié. En fait, dans les écosystèmes nous montre qu'il n'existe rien qui ne soit relié avec autre chose. Mais pour la vie humaine, ça peut s'appliquer aussi. On a besoin de comprendre que il n'y a pas d'un côté les problèmes de la famille, il n'y a pas d'un côté les problèmes de bioéthique, il n'y a pas d'un autre côté les problèmes des agriculteurs, et il n'y a pas d'un autre côté les problèmes des crises des valeurs. Ces problèmes-là, ils sont tous connectés les uns avec les autres d'une manière ou d'une autre. Et donc l'écologie intégrale, c'est aussi un mode de pensée qui cherche à repérer les liens entre les divers problèmes entre eux, et de voir comment finalement les causes de ces problèmes sont connectées à un plus grand et plus profond problème qui s'inscrit dans le cœur de l'être humain. D'où l'idée que l'écologie intégrale, par définition, c'est aussi une écologie humaine, hein, puisque il s'agit, comme on l'a dit tout à l'heure, de bien organiser nos 4 relations fondamentales de notre être au monde, la relation à Dieu, la relation aux autres, la relation aux créatures non humaines et la relation à soi-même. Le problème fondamental qui est inscrit dans le cœur de l'homme, c'est que ces 4 relations-là, elles sont déséquilibrées. Elles ne sont pas ajustées. Et oui, si, par exemple, imaginez, je suis quelqu'un qui ne vit que pour le don de soi et l'engagement social pour les autres, il se vide de lui-même, il ne s'occupe pas de lui, il ne s'occupe pas des autres créatures, il ne s'occupe pas de Dieu dans sa vie, et donc forcément il y a un pôle de sa vie qui est, on va dire, surgonflé, et qui asphyxie le reste,
et il est très pauvre dans les autres relations qu'il peut entretenir avec les autres dimensions de sa vie. Il y a un très fort déséquilibre. Si dans une société, par exemple, on mise tout pour un bonheur basé sur la production et la consommation de biens matériels, alors ça veut dire que les autres dimensions de notre humanité, elles sont négligées, elles sont rachitiques, et donc forcément, c'est problématique. Vous voyez ? Si dans une société, on mise tout sur un PIB qui comprend uniquement les données des activités économiques sans prendre en compte les réalités écosystémiques, ben forcément, toute la relation à la nature et aux créatures non humaines passe à l'as et s'en trouve livrée à une forme de non-défense et de destruction, de menace et donc vulnérabilité. C'est pas un exemple virtuel que je vous ai dit, hein. Le PIB ne prend pas en compte les données du fonctionnement écosystémique. Donc, le projet d'écologie intégrale, dans cette recherche d'ajustement de ces 4 relations fondamentales de notre être au monde, eh bien, elle part du principe que si ces 4 relations sont bien ajustées, alors c'est ça le moyen que nous avons pour résoudre les crises que nous rencontrons. Mais pas uniquement que écologiques, mais aussi dans le domaine de la bioéthique, dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de ce que vous voulez, puisque tout est lié. Alors, ces 4 relations, moi j'aime bien les symboliser sous la forme géométrique du tétraèdre. Alors ça peut aider parmi vous ceux qui aiment bien les schémas et qui fonctionnent sur des représentations symboliques. Vous savez, le tétraèdre, c'est cette pyramide à 4 faces, 4 coins, et donc 4 faces de forme triangulaire. J'aime bien cette représentation parce que dans le tétraèdre, chacun des 4 coins est en relation directe avec les 3 autres. Ça veut dire que, symboliquement, si j'interviens sur un point de la figure, c'est immédiatement les 3 autres qui sont impactés. Vous voyez ? Donc symboliquement, si on dit que les 4 angles de mon tétraèdre, c'est la relation aux autres, la relation à soi, la relation à Dieu et la relation aux créatures non humaines, et bien systématiquement, ça veut dire que si j'ai un problème dans mon rapport à Dieu, ça va avoir un impact dans mes 3 autres relations. Si j'ai un problème dans mon rapport à moi-même, ça veut dire que j'introduis un désordre dans mon rapport aux autres, rapport à Dieu, et le rapport aux créatures non humaines. Et vous prenez la figure dans tous les sens que vous voulez, hein, l'idée c'est que ça marche. Voilà, c'est qu'il y a un impact, il y a un désordre qui est introduit. Et donc, dans cette figure, quand on y réfléchit, du coup, 2 de ces axes, 2 de ces relations fondamentales, c'est la relation à soi et la relation aux autres. Donc ça veut dire que la place de l'être humain est essentielle dans cette perspective. C'est la place de l'écologie humaine dans cette écologie intégrale. Elle est essentielle, elle n'est pas le tout de l'écologie intégrale, mais c'est une dimension de l'écologie intégrale qui est très importante. Donc de prendre en compte le respect de la dignité de la personne qui est en soi, savoir reconnaître la merveille que nous sommes aux yeux de Dieu, ce que nous avons chanté ce matin dans la marche de prière, reconnaître la dignité de la personne qui est dans l'autre, et notamment le pauvre, ce que nous avons aussi célébré ce matin dans cette prière itinérante. Donc ça c'est très important. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'être humain introduit le désordre dans ces 4 relations fondamentales? Eh bien, le pape François, à la suite du pape Jean-Paul II, utilise une forme qu'ils prennent de la Bible. Ils nous disent tout simplement « La création se révolte contre l'être humain ». La création se révolte contre l'être humain. Et il y a 2 textes de la Bible qui nous permettent d'appuyer cette représentation. C'est dans le livre d'Osée,
au chapitre 3 ou 4, je ne me souviens plus exactement, où là on voit finalement le peuple de Dieu qui est infidèle à l'alliance avec Dieu. Eh bien le résultat c'est quoi? C'est que la campagne devient stérile, l'air est irrespirable, les poissons dans les cours d'eau sont tous en train de crever les uns après les autres. Et l'autre texte que le pape François utilise, même Jean-Paul II utilise, c'est dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, les versets 18 à 22, où on voit cette création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, qui attend avec impatience la libération des enfants de Dieu pour entrer elle-même, selon son espérance, dans cette même liberté des enfants de Dieu. C'est-à-dire que la création tout entière crie sa douleur et sa souffrance d'être maltraitée par la créature humaine qui n'est pas fidèle à l'alliance avec Dieu, qui n'est pas dans l'espérance de l'accueil du salut et de la résurrection, si on reprend le contexte de l'Épître aux Romains. Donc, je trouve ça intéressant de dire que l'introduction du désordre dans le tétraèdre, donc dans nos 4 relations fondamentales que nous entretenons dans ce monde, eh bien, se traduit par la révolte des éléments, la révolte de la création contre celui qui est la cause de l'introduction de ce désordre. Dans un contexte de crise écologique, en tout cas, c'est un sens que l'on peut donner à ces textes bibliques. Alors, quand on parle de la vocation de l'être humain dans la création, si on cherche vraiment à articuler ces 4 relations fondamentales dans le monde, ça veut dire que la question écologique n'est pas qu'une question économique ou une question politique. Ça dépasse cela de très, très loin, puisque ça inclut la dimension spirituelle. Prenons la question sous un autre angle. Quand on dit qu'il faut sauver la planète, quand on dit qu'il faut être un bon gardien de la création, est-ce qu'on dit la même chose? Pas tout à fait. Parce que ça voudrait dire qu'on réduit la création à la planète. Vous voyez, quand on agit en tant qu'être humain sur cette planète, pour l'instant, notre impact, il est réduit à la planète. Les écosystèmes de la planète sont ceux dans lesquels nous vivons. 5 minutes. Ok. Et donc, on peut se poser la question de savoir si, quand Dieu nous confie la création à garder, est-ce qu'il nous confie que la planète? Non, il nous confie toute la création. Donc qu'est-ce que ça veut dire que de dominer sur les astres du ciel, sur les galaxies lointaines? Qu'est-ce que ça veut dire que de dominer sur le Soleil? Qu'est-ce que ça veut dire que de dominer sur, je ne sais pas moi, ce qui se passe sur Pluton ou la comète de Halley, ou ce que vous voulez? Oui. Être bon gardien de la création, ça veut dire qu'il y a une dimension qui dépasse simplement l'intérêt économique et politique. Il y a une dimension profondément spirituelle et religieuse. Et on la découvre dans la vocation de l'être humain dans le jardin de la création. Cultiver et garder. Genèse 2,15. Qu'est-ce que ça veut dire cultiver et garder? Cultiver, on voit bien, hein, quand on est agriculteur, on travaille à faire produire des fruits à la terre. La garder, c'est aussi la protéger des menaces qui peuvent être présentes tout autour de nous. On voit bien qu'il y a des menaces sur nos terres. Donc, il y a une dimension technique ici. Mais est-ce que c'est de cela dont il s'agit dans la Bible? Quand on regarde le mot « cultiver » ou le mot « garder » dans l'Ancien Testament, cultiver, c'est comme en latin, en hébreu, ça veut dire aussi rendre un culte.
le mot cultiver dans l'Ancien Testament est utilisé pour comprendre ce que font les prêtres dans le temple. Ils célèbrent le culte de Dieu dans la liturgie. D'ailleurs, le premier chapitre de la Genèse est un texte qui était utilisé dans le temple de Jérusalem. C'était une sorte de chant liturgique avec des refrains, et Dieu dit que cela était bon. Donc ça veut dire que, en fait, il y a un rapport entre la création qui nous est confiée, la création dans laquelle nous habitons, et la façon dont nous vivons dans cette planète, comme des êtres qui célèbrent le Dieu créateur, qui est dans l'action de grâce de cette création qui est confiée à l'être humain, qui célèbre le projet créateur et sauveur de Dieu dans sa création et dans la vie humaine. Ben moi je trouve ça intéressant de se dire que la première figure pour comprendre ce que c'est que cette vraie domination de la création comme culture et sauvegarde de la création, c'est l'image agricole. L'agriculteur, c'est celui qui, par son travail, prend soin de toute la création, même les astres du ciel, quand il fait de son travail une prière, quand il fait de son travail une offrande d'action de grâce, quand il habite la terre, quand il prend soin de la création de manière symbolique et de manière spirituelle, il prend soin aussi des astres du ciel et de toutes les galaxies, puisqu'il les présente à Dieu dans son travail et dans sa prière. Et j'ai envie de dire même que son travail est une prière. Donc, au sein de l'écologie intégrale, la vocation de l'être humain, c'est d'être celui qui se comporte en fait comme un prêtre dans la création. C'est celui qui, par son activité et par sa prière, présente à Dieu toutes les créatures, la louange des créatures, et la rend à Dieu dans l'action de grâce. Alors, l'écologie intégrale, si on veut ne pas trop se tromper, si on n'a rien compris à ce que dit le pape François dans l'encyclique, ou si on n'a rien compris à ce que Revol raconte maintenant, c'est pas un problème, parce que dans le Laudato Si, on a une solution, il faut prendre comme modèle Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, dans le Laudato Si, il est présent à tous les coins les plus importants du texte du pape, pour dire, ça ce que je vous dis, là sur l'écologie intégrale, Saint François l'a vécu. Donc allez voir Saint François comment il a fait ça, et essayez de l'imiter, vous ne vous tromperez pas. Alors, quelques mots rapides sur la question de la sobriété et de la place des limites dans l'écologie intégrale. Dans le Laudato Si, une des conséquences de l'écologie intégrale, c'est donc une transformation de nos modes de vie, une conversion de nos modes de vie qui implique un renoncement. On a parlé de renoncement ce matin dans l'homélie, à la suite de l'Évangile. C'était très bien vu de pouvoir articuler cette notion de sobriété et renoncement. Mais de quoi s'agit-il quand on parle de renoncement ? En fait, il faut penser à ce qui nous empêche de nous épanouir pleinement en tant qu'être humain. Il faut renoncer à des illusions que nous avons qui nous empêchent d'être pleinement humains. L'illusion que nous avons, c'est qu'elle est double. 1, que la nature est un stock de ressources. 2, au service d'un bonheur humain qui serait compris comme l'accumulation de biens matériels. Si vous pensez que c'est ça votre bonheur d'être humain, vous êtes dans l'illusion qui vous fait adopter un mode de vie destructeur. Donc la sobriété et le renoncement auquel nous sommes invités, c'est
ce que le pape appelle le développement intégral de la personne humaine. C'est-à-dire faire fructifier toutes nos dimensions humaines, selon les 4 relations fondamentales de l'écologie intégrale. Le rapport à Dieu, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport aux créatures non humaines. Effectivement, dans le courant actuel de la sobriété heureuse, qui est bien illustré par notamment Pierre Rabhi, un voisin ardéchois, il y a cette idée de la sobriété comme étant moins de biens pour plus de liens, c'est-à-dire plus de relations les uns avec les autres. Le développement intégral de la personne humaine, c'est développer toutes les dimensions de notre être. Et s'il y en a une dimension qui étouffe les autres, alors ça veut dire qu'il faut impérativement la faire décroître ou la faire diminuer, cette dimension. Si dans ma vie humaine, je ne vis que pour le confort matériel, ça veut dire que je mets de côté ma vie relationnelle, je mets de côté ma vie éventuellement culturelle, ma vie spirituelle, ma vie esthétique. Donc, le développement intégral de la personne humaine, c'est permettre à toutes ces dimensions de se développer et de faire en sorte qu'elles ne soient pas par cette dimension de consommation et de consumérisme donc, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Donc ça veut dire que la sobriété, c'est pas la sobriété pour la sobriété, c'est une sobriété pour une plus d'humanité. Et c'est dans ce sens-là que, effectivement, c'est une première réponse à la question, l'écologie intégrale est un chemin de bonheur, à condition que le bonheur ne soit pas compris comme l'accumulation des biens matériels. À condition qu'on estime que le bonheur se trouve dans l'épanouissement de toutes les dimensions de notre humanité, de manière équilibrée et harmonieuse. Dimension spirituelle, culturelle, artistique, relationnelle, sociale, etc. Mais au niveau de l'humanité tout entière, cette sobriété, elle est aussi à s'appliquer en fonction d'un principe de la doctrine sociale de l'Église qui s'appelle la destination universelle des biens. Donc depuis la fin du XIXe siècle, avec l'inauguration de la doctrine sociale de l'Église, avec le pape Léon XIII, l'Église enseigne que tous les biens de la création sont destinés à tous les êtres humains, pour qu'ils puissent les utiliser pour bien vivre. Cette destination universelle des biens implique donc que chaque être humain ait un accès à ces biens. Et que s'il y en a un petit groupe qui en détient une plus grande partie, une grande partie, au détriment des autres, eh bien, il y a un profond problème de justice. Il faut qu'il y ait un minimum d'accès aux biens matériels de la création pour que les différentes dimensions de l'humanité puissent s'épanouir de manière harmonieuse. Donc ça veut dire que si une petite partie de la population est trop investie dans un modèle de production et de consommation basé sur une notion du bonheur par accumulation de biens matériels, alors il faut que cette partie de l'humanité accepte de renoncer à la possession de ces moyens et ces biens pour permettre aux autres d'y avoir accès. D'où l'idée que cette sobriété, elle doit s'appliquer à ceux qui produisent et consomment trop, pour que chacun ait accès à ce dont il a besoin de manière légitime. Pourquoi ? Pour respecter sa dignité de personne humaine. Le développement intégral de la personne humaine, de tous les êtres humains sur la surface de la Terre, c'est au nom du respect de la dignité des personnes. D'où l'idée de décroissance qui apparaît dans l'encyclique de Laudato Si pour dire ceux qui sont trop dans un modèle de production-consommation, il faut qu'ils freinent, quoi. Parce qu'ils asphyxient le reste de la planète, et en plus ils asphyxient leur propre personne parce qu'ils pensent que leur bonheur dépend de l'accumulation des biens matériels. Donc c'est une vision du bonheur qui n'est pas individualiste ici, puisqu'il n'y a pas de poursuite de ce bonheur par l'écologie intégrale si ça n'implique pas le bonheur des autres,
et aussi le bonheur des autres populations, ou en tout cas le bien et le bon juste développement des autres personnes à la surface de la planète. Donc c'est un peu ma conclusion. Je reprends quelques éléments de ce que j'ai pu dire. La question écologique, en termes d'éthique, elle concerne essentiellement la possibilité d'un avenir pour l'être humain sur la planète. Est-ce que cet avenir vaut le coup? Donc, est-ce que l'écologie intégrale est un chemin de bonheur? Je dirais d'abord que c'est un chemin de vie, parce que il faut d'abord pouvoir vivre une vie authentiquement humaine pour pouvoir prétendre au bonheur. Ensuite, deuxième élément, vu que l'écologie intégrale vise à cette harmonisation des 4 relations fondamentales, le rapport à soi, aux autres, aux créatures non humaines et à Dieu, vu que l'écologie intégrale vise le développement intégral de toute la personne humaine, selon toutes ses dimensions, eh bien j'ai envie de dire oui, l'écologie intégrale est un chemin de bonheur et de réalisation pleine et entière de notre vocation humaine dans cette terre. Avec un défi que nous adresse le pape François, c'est que cette représentation de la vie humaine dans ce monde découle profondément de la foi chrétienne. C'est-à-dire que plus vous vous convertirez au Christ, nous dit le pape François, plus vous serez capable d'entrer dans ce projet de l'écologie intégrale, parce que vous verrez que toutes les dimensions de l'écologie intégrale découlent pleinement du mystère de la révélation chrétienne. Et ça, c'est l'objet d'une autre conférence. Je vous remercie de votre attention.